Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on va regarder ensemble le jeu Mombasa. Avant de commencer, je voudrais remercier la boutique Univers Ludo qui m'a gracieusement offert cette copie de Mombasa. Vous pouvez les visiter au www.universludo.ca pour vous procurer des jeux de société à très bon prix. Mombasa a été publié en 2015 par Gigamic dans sa version française. C'est un jeu qui nous vient du concepteur Alexander Pfister. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs et qui va durer de 60 à 120 minutes. Le but du jeu va être d'être le joueur le plus riche à la fin de la partie, donc le joueur qui va ramasser le plus de livres sterling sera le gagnant. Côté mécanique de jeu, c'est un jeu qui est très garni, donc comme cet auteur-là aime bien le faire. Donc on a du contrôle de territoire, on va avoir une gestion de main de carte, ce qui va être très importante, on va avoir une construction de main de carte, on va avoir un petit peu de placement d'ouvriers, on va avoir aussi de la programmation d'actions, on va avoir aussi des investissements dans un marché boursier, donc on va avoir plusieurs compagnies qui vont s'étendre sur le continent africain et on va devoir investir dans les différentes compagnies pour faire le plus d'argent selon les actions et la valeur de chacune d'elles en fin de partie. On a un paquet de choses qui se passent à l'intérieur de ce jeu, donc Mombasa, je vous montre comment ça se joue, puis ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va y aller pour un placement à 4 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au centre de la table. Autour de celui-ci, on va construire les différentes pistes de compagnie qui sont en 2 morceaux. Pour une première partie, on recommande de prendre les côtés numéro 1 et de ne pas mélanger les lettres. On va les assigner aux différentes compagnies telles qu'indiquées dans le livret d'instructions. Sur chacune des pistes de compagnie, on va placer un marqueur de la couleur de chacun des joueurs au départ des pistes. Et sur le plateau, chacune des compagnies va être représentée avec ses 15 comptoirs qui vont commencer sur sa ville de départ. On va ensuite construire le deck de cartes actions qu'on va utiliser pendant la partie. Ce sont des cartes qu'on va pouvoir se procurer en cours de partie et ajouter à notre main. On va premièrement classer les cartes selon la lettre qui est inscrite dans le coin en haut à droite, donc de A jusqu'à E. On va mélanger chaque pile de cartes indépendamment et on va placer la pile E en dessous de la pioche et par-dessus les cartes D, par-dessus les cartes C, par-dessus les cartes B et finalement au-dessus de la pioche les cartes A. Par la suite, on va prendre cette pioche-là et on va aller la placer dans le coin du plateau. Une fois notre pioche de cartes formée, on va aller remplir les emplacements où il va y avoir des cartes disponibles pour l'achat pendant la partie. Donc on va commencer par la rangée de droite et on va remplir de haut par en bas. On peut retrouver le différent coût des cartes qui vont coûter pendant la partie en additionnant ici les 2 chiffres rouges, donc celui sur la carte et celui sur le plateau ensemble. À côté du plateau, on va former des pioches avec les livrets de compte A, les livrets de compte B, les livrets de compte C, les livres sterling qui vont former la banque et on va placer les 4 tuiles bonus dans le coin du plateau. Finalement, dans le haut du plateau, on a la piste de manches. Ici, on va avoir 7 manches pendant la partie. Pour les manches 2 à 7, on va placer 2 livres sterling sur le chiffre des différentes manches. Juste en dessous, on a la piste de livres de compte. Donc, on va avoir 4 livres A, 4 livres B et 4 livres C de disponibles au début de la partie. Par la suite, on va déterminer qui est le premier joueur de façon aléatoire. Une fois qu'on va déterminer qui est le premier joueur va recevoir cette carte-ci de développement spécifique avec cette tuile de départ. Le deuxième joueur va recevoir ces 2 choses-là. Le troisième joueur, ces 2-là. Et le quatrième joueur, cet ensemble. Le joueur va ensuite placer sa tuile de départ sur son plateau personnel dans l'endroit ici. Et il va placer le petit encrier sur les comptes d'encrier. Le petit diamant sur le petit diamant de la piste de diamant sur la gauche de son plateau. Le joueur va recevoir 2 jetons marqueurs à sa couleur, donc il va utiliser dans ses tours de jeu. Il va placer sa carte bonus qu'il a gagnée avec les cartes de sa couleur. Ensuite, on va venir regarder sur notre tuile bonus. On va trouver les 3 cartes qui sont indiquées ici. Donc, 2 de banane, 2 de développement et 1 de développement. Le joueur va sortir ces cartes-là et va les placer dans les 3 emplacements ici en haut de son plateau, selon l'ordre indiqué sur sa tuile de départ. Donc, 2 bananes, 2 développements et 1 développement. Comme ceci. Donc ça va être ces 3 défausses. Donc les joueurs vont aller programmer pendant la partie des actions qui vont être dans le bas de leur plateau. Et à la fin des tours, les cartes vont s'en aller dans les défausses respectives qui sont vis-à-vis. Donc ça va être important de bien planifier, de bien programmer ces différentes actions dans ces tours de jeu.
Finalement, le joueur va regarder sur sa tuile de départ et il va gagner le bonus indiqué ici en bas. Donc ici, il augmenterait de 3 sur la piste de la compagnie Mombasa. Alors il va avancer son marqueur de 3 cases sur cette piste. Chaque joueur va aussi commencer avec une livre sterling au début et ils vont recevoir un aide de jeu qui résume toutes les différentes actions qu'on peut faire dans son tour de jeu. Dans chacune des manches, les joueurs devront faire 3 phases. La première phase est la phase de planification. C'est là que les joueurs vont regarder les cartes qu'ils ont en main et qu'ils vont programmer différentes cartes actions sur les emplacements qui sont ici en bas de leur plateau. On a 3 emplacements disponibles pour placer des cartes actions en début de partie. On va pouvoir en débloquer un 4e ici si on se rend ici sur la piste des diamants et un 5e ici si on se rend à cet emplacement-là sur la piste des comptes. Chacun des emplacements où on peut placer des cartes actions va avoir sa propre défausse qui va être dans le haut du plateau. Donc ça va être important de placer les bonnes cartes aux bons endroits car les cartes vont se ramasser dans les défausses respectives et les joueurs vont regagner les cartes d'une défausse à chacune des manches. Les joueurs ne sont pas obligés de prendre tous les emplacements disponibles qu'ils ont pour programmer des cartes actions. On peut en programmer moins. Évidemment, on va avoir moins d'actions à faire durant cette manche. Par exemple, un joueur pourrait placer les différentes cartes ici face cachée. Et on fait ça de façon simultanée. Donc, tous les joueurs vont placer leurs cartes d'action. Quand tous les joueurs ont terminé à ce moment-là, pour terminer la phase de planification, les joueurs vont tout simplement révéler les cartes qu'ils ont placées pour la manche. Ensuite, on passe à la phase d'action. C'est là que ça va être le plus long et que les joueurs vont jouer à tour de rôle, une action à la fois, jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé leur tour. La première action qu'on peut faire, c'est d'utiliser des cartes de marchandises, c'est-à-dire des cartes soit de coton, des cartes de banane ou des cartes de café qu'on pourrait avoir programmées dans notre zone de jeu. Lorsqu'un joueur utilise ses cartes de marchandises, il peut décider d'utiliser toutes les cartes de la même marchandise d'un seul coup pour avoir une plus grande valeur d'achat. Donc ici, j'ai 2 cartes de coton, une de valeur 2 et une de valeur 1. Donc je pourrais les combiner, les utiliser ensemble pour avoir une valeur totale de 3 en valeur d'achat, qui va me servir à aller chercher des cartes qui sont sur le plateau. Le joueur peut seulement choisir une des cartes qui est présentement disponible sur le plateau et il peut seulement en acheter une seule. Pour le coût des différentes cartes, on va additionner les 2 chiffres en rouge qui sont sur les petites caisses, la caisse sur le plateau et la caisse sur la carte. Donc ici, la carte aurait un coût de 1, ici la carte coûterait 3, 3, 3, 4, et etc. Donc comme j'ai une valeur d'achat de 3, je pourrais décider d'acheter cette carte-là tout simplement avec ma valeur de 3 et la rajouter dans ma main de carte. Si à la place, je choisis la carte ici qui a une valeur de 1, je peux l'acheter, la mettre dans ma main de carte, et comme il me reste une valeur de 2, je ne peux pas acheter une deuxième carte. À ce moment-là, je peux décider de dépenser cette valeur d'achat pour augmenter mon marqueur sur des pistes des différentes compagnies. Donc je pourrais prendre ma valeur de 2 et augmenter sur la piste de Mombasa, par exemple. Lorsqu'on a terminé d'utiliser ces 2 cartes marchandises qu'on vient de dépenser la valeur d'achat, on va tout simplement retourner les 2 cartes face cachée pour dire qu'elles ont été utilisées. La deuxième action possible est d'utiliser les cartes d'action de développement. Encore une fois, on pourrait utiliser plusieurs cartes de développement d'un seul coup si on en a plusieurs dans notre zone active pour avoir une plus grande valeur en points de développement à dépenser. Ici, j'ai une valeur de développement de 2 avec cette carte-là, donc je vais décider de l'utiliser. Et les points de développement vont me servir à aller placer les comptoirs sur les différentes cases du plateau pour étendre l'influence des différentes compagnies. Premièrement, on va devoir choisir une des 4 compagnies. On peut seulement développer une seule compagnie à la fois. Donc ici, je vais choisir la compagnie rouge, la compagnie de Cape Town. Et je vais dépenser tous mes points dans cette compagnie-là pour ce tour de jeu. On peut seulement placer des comptoirs que si on est adjacent à la ville-mère ou à un territoire adjacent où il y a un comptoir. Donc au départ, on n'a évidemment pas le choix de partir dans la maison mère. Donc on va pouvoir aller tranquillement placer des comptoirs sur le plateau et éventuellement faire grandir l'influence de la compagnie et faire grandir aussi sa valeur. Sur le plateau, on va retrouver 2 sortes de lignes. Donc on a les petites lignes blanches qui sont les lignes simples. Alors pour traverser une ligne simple, ça va me coûter 1 point de développement pour aller placer un comptoir. On va avoir aussi les lignes doubles, qui sont les grosses lignes grises, qui, elles, vont coûter 2 points de développement à traverser pour aller placer un comptoir. Lorsqu'on place les comptoirs, on va toujours prendre ceux qui sont le plus haut dans les différentes colonnes. On peut choisir de la colonne de notre choix. Donc ici, je pourrais prendre le premier comptoir sur le côté et aller le placer sur le territoire qui est ici. J'ai traversé une ligne simple, donc ça me coûte seulement 1 de mes 2 points de développement. On va placer le comptoir couché pour l'instant.
Mon deuxième point de développement, je pourrais prendre le deuxième comptoir dans la même colonne et aller le placer sur le territoire qui est ici. Comme je suis adjacent et que je traverse seulement une ligne simple, ça coûte un seul point de développement. Si j'avais eu un troisième point de développement, j'aurais pu encore une fois prendre dans la même colonne et aller placer sur le territoire qui est juste à côté ici, parce que j'ai traversé une ligne simple qui coûte aussi un seul point de développement. Si jamais on était très avancé dans la partie et qu'il y avait des comptoirs de d'autres compagnies là, qui se seraient étendus tranquillement et qui seraient sur le territoire qui est ici. À ce moment-là, si je veux venir placer un comptoir de la compagnie rouge sur le territoire qui est ici, ça va me coûter un point de développement supplémentaire. Donc un point pour traverser la ligne simple et un point parce qu'il y a déjà un comptoir présent. Donc ça me coûterait 2 points de développement juste pour placer le comptoir qui est ici. Lorsqu'on a terminé de dépenser tous nos points de développement, on va premièrement retirer les comptoirs des autres couleurs ou dans les territoires où on a placé un comptoir. Donc si j'ai placé un comptoir, il y avait un comptoir noir, je vais le retourner dans la ville mère et je vais le replacer dans une des colonnes où il y a de la place en prenant la case la plus basse possible. Il est à noter que si la dernière case est découverte, on ne peut pas la recouvrir en replaçant un comptoir, on va prendre la case juste au-dessus. Une fois que c'est fait, on va activer nos comptoirs en les mettant debout et en gagnant les différents bonus qui sont sur les territoires où on a placé des comptoirs. Donc ici, j'ai un bonus avec un diamant, un chiffre 1, ce qui veut dire que je vais avancer d'une case sur la piste diamant de mon plateau personnel. Ici, je vais avancer sur la piste de la compagnie que je viens de développer, donc la compagnie rouge, je vais avancer sur la piste, mon marqueur d'une case. Le comptoir qui est ici va me faire gagner, évidemment, une livre sterling que je vais ajouter à ma réserve. Et le comptoir qui est ici va me donner 2 points de compte. Les points de compte gagnés doivent être immédiatement dépensés par le joueur. Donc le joueur va avoir 2 options. Il peut premièrement s'acheter des livres de compte qui sont disponibles sur le plateau, ou il peut prendre des livres sterling. Donc chaque point de compte peut lui donner une livre sterling s'il le souhaite. Sinon, il va les dépenser pour s'acheter des livres de compte. Les livres A et les livres B vont coûter seulement 1 point de compte chacun, et les livres C vont coûter 2 points de compte chacun. Donc le joueur avec ces 2 points de compte présentement pourrait prendre ici le livre C et venir le placer sur n'importe quel des emplacements libres sur sa piste de compte. La seule restriction, c'est qu'à certains endroits, on ne peut pas placer des livres de compte A. Donc ici, comme j'ai un livre C, là, je pourrais le placer n'importe où. Le but est évidemment de faire un chemin avec notre jeton d'encrier. Donc on va essayer de le placer pour justement remplir les différents trous de la piste de compte. À la fin de son tour de jeu, le joueur va remplir les endroits qui sont vides sur les livres de compte sur le plateau en piochant un nouveau de la lettre appropriée et le placer face visible sur le plateau. La troisième action possible est d'utiliser des cartes d'action de comptable qui vont faire progresser notre jeton d'encrier sur la piste de compte qui va évidemment nous donner des points de victoire en fin de partie. La première étape est optionnelle. Ici, entre parenthèses, le joueur peut, s'il le veut, payer 2 livres sterling pour retourner un de ses livres de compte sur sa piste de l'autre côté. Donc le livre est tout simplement vide à ce moment-là. Il n'y a plus aucun prérequis pour passer sur le livre, mais il donne plus de bonus aussi si on s'arrête sur cette case. Par la suite, on va faire avancer notre jeton encrier sur les différents livres qu'on a les prérequis dans notre zone d'action. Donc ici, on voit que le premier livre, il faut que j'aie au moins un coton et un café dans ma zone d'action. Donc je remplis la condition ici. Le deuxième livre, il faut que j'aie au moins 2 cotons. Je la remplis encore. Donc c'est pas cumulatif avec le premier livre de compte. Le troisième livre, ici, il me faut 2 cotons et un café. Je remplis encore les conditions. Mon livre que je viens de retourner n'a plus de conditions. Et mon livre qui est ici, il faut que j'ai 2 cafés. Donc j'ai la condition avec 2 cafés. Donc je pourrais faire avancer mon marqueur jusqu'au livre ici parce que je remplis les conditions de tous les livres de compte. À l'endroit où je m'arrête, je vais gagner le bonus qui est ici dans le bas. Donc ici, ce serait de gagner 2 points de compte. Donc immédiatement, je vais les dépenser. Je pourrais les dépenser pour m'acheter des nouveaux livres que je viendrais placer ici pour éventuellement continuer d'avancer dans les prochains tours. Une fois que c'est fait, la carte du comptable va aussi me donner des points de compte. Donc je vais avoir 2 autres points de compte que je pourrais m'acheter d'autres livres à placer. Ne pas oublier qu'il faut avoir les restrictions, donc je ne pourrais pas placer des A dans ces endroits-là. Ou je peux tout simplement me prendre aussi 2 livres sterling avec mes 2 points de compte qui viennent de ma carte de comptable. Lorsque j'ai terminé ceci, je vais retourner ma carte de comptable et mon tour de jeu sera terminé.
C'est important d'utiliser les comptables en premier dans la manche parce qu'évidemment, si j'utilise mes cartes de marchandises en premier, elles seront retournées. Et si j'essaie d'utiliser mon comptable, ben là, je ne remplirai plus les conditions parce que ces cartes-là sont retournées, elles ne sont plus actives. Donc, c'est important de bien planifier ces actions. En atteignant l'endroit qui est ici sur la piste des comptes, on va aussi débarrer un 4e emplacement pour placer des cartes d'action. Donc dans les manches suivantes, je vais pouvoir programmer une 4e action sur cet emplacement qui va avoir sa défausse ici dans le haut. La 4e action est de jouer des cartes d'action de marchand de diamant. Premièrement, on va regarder la valeur qui est ici dans le diamant et on va avancer notre diamant sur la piste de notre plateau du nombre de cartes indiqué avec le chiffre. Ensuite, on va gagner le nombre de livres sterling indiqué juste en dessous. Ici, j'en gagnerai une que je vais ajouter à ma réserve. Et finalement, on va avoir un bonus selon le nombre de mines contrôlées par la compagnie rouge. Donc, on va aller regarder sur le plateau. On va compter combien il y a de mines contrôlées par la compagnie rouge. Donc, ici, on en voit qu'il y en a 2. Ça va donc me donner un autre bonus d'une case sur la piste de diamant. Au fur et à mesure que la partie avance, on va avancer sur la piste de diamant. Si on atteint l'emplacement qui est ici, on va débarrer l'emplacement ici pour programmer des actions. Donc dans les manches suivantes, on va pouvoir avoir un autre emplacement pour placer des cartes qui va avoir aussi sa défausse vis-à-vis. Pour finir le tour, on va évidemment retourner de l'autre côté notre marchand de diamant. Si pendant la partie, on venait à remplir la piste des comptes et emmener notre encrier sur la dernière case, à ce moment-là, à chaque fois qu'on va gagner des points de compte, on va gagner 2 livres sterling. Même chose avec les diamants. Si on réussit à faire le tour de la piste de diamants et l'emmener sur la dernière case, à chaque fois qu'on avancerait sur la piste, on gagnerait 2 livres sterling. Et chaque livre sterling va valoir 1 point de victoire à la fin de la partie. La 5e action est d'aller placer les marqueurs bonus sur le plateau dans les différents emplacements pour gagner des avantages ou des tuiles bonus qu'on pourra utiliser dans la manche suivante. Il y a 11 emplacements sur le plateau où on peut venir placer nos marqueurs bonus pour gagner différents effets. Ces emplacements-là, on ne peut pas avoir plus qu'un marqueur bonus. Donc, si un joueur qui est déjà allé, on ne peut pas aller placer notre marqueur par-dessus. Donc, c'est la portion, si on veut, placement d'ouvrier du plateau. Le premier emplacement ici, on a une restriction, donc on ne peut pas être le premier joueur et aller à cet emplacement-là. N'importe quel autre joueur peut placer un marqueur, va gagner le jeton premier joueur et gagner 1 point de compte. Pour le deuxième emplacement, un joueur peut placer son marqueur bonus ici, payer 1 livre sterling de sa réserve et peut acheter une carte, mais au lieu de payer avec des points d'achat, va payer avec des livres sterling. Le troisième emplacement, si on place un jeton ici, on va prendre une carte de notre main qu'on va aller détruire et on va regarder le nombre de caisses qu'il y a dessus. Donc ici, j'ai un numéro 2 et je vais gagner le nombre de caisses plus 2 en livres sterling. Donc ici, je gagnerai 4 livres sterling, mais cette carte-là va être défaussée pour le reste de la partie. Là, je ne l'aurai plus dans ma même carte. Pour pouvoir placer son marqueur sur un des emplacements de la colonne du centre, il faut être le joueur avec le plus de cette marchandise ou cette ressource-là dans notre zone active. Donc, si je suis le joueur qui a présentement le plus de café, je peux venir placer mon marqueur. Je vais regarder combien j'ai de café. Donc, c'est ce que j'ai 1 et plus, 3 et plus, 5 et plus. Et je vais gagner l'effet correspondant qui est d'avancer sur la piste de la compagnie orange. Et on a aussi, à 5 et plus, on va pouvoir enlever un comptoir du plateau, en fait, de la maison mère, tout simplement l'enlever du reste de la partie. Donc, ça va augmenter la valeur de la compagnie orange. On va avoir la même chose avec la compagnie blanche ici, avec le coton. On va pouvoir avancer, enlever un comptoir si on a 4 et plus. Et à 6 et plus, on va avancer de 4 et on va avoir gagné un point de compte. Ici, si je suis celui qui a le plus de bananes, je peux placer mon jeton, faire avancer la compagnie rouge. D'avancer mon marqueur sur la compagnie rouge et à 4 et plus, je vais avancer d'un diamant sur ma piste personnelle et à 6 plus, on va enlever un comptoir de la maison mère de la compagnie rouge. Pour le 4e emplacement, il faut que je sois le joueur qui ait le plus de points de développement présentement dans ma zone active. Si c'est le cas, on va faire avancer la piste de Mombasa et on va gagner une livre sterling aussi en bonus. Finalement, les 4 derniers emplacements, eux, pour placer mon marqueur bonus, ça va me coûter des livres sterling, donc 1 livre sterling ou 2 livres sterling pour ceux du bas. Ces 4 emplacements-là vont me donner accès aux différentes tuiles bonus que je vais gagner pour la prochaine manche et que je vais pouvoir l'utiliser comme si c'était des cartes d'action.
Donc ici, je peux augmenter la valeur d'une marchandise de 1. Ici, ça va être comme une carte de comptable. Ici, c'est comme une carte marchand de diamant. Et ici, c'est comme une carte de développement. Les tuiles bonus ne compteront pas parmi mes emplacements où je peux placer des cartes. Donc, ils sont vraiment à côté de mon plateau. Ils sont en supplément de mes cartes d'action. Et on va les avoir seulement pour une seule manche. Au fur et à mesure que les joueurs avancent sur les différentes pistes de compagnie, ils vont aussi gagner certains bonus à certains endroits. Donc ici, par exemple, le joueur, lorsqu'il va atteindre les différents seuils avec les chiffres en haut, ça va indiquer le nombre de parts qu'il a dans la compagnie. Donc évidemment, plus on est loin, plus on a de parts et plus on va faire d'argent en fin de partie. Si on atteint la case qui est ici, il va gagner 1 livre sterling et il va débloquer aussi cette nouvelle action qu'il va pouvoir placer un de ses jetons bonus à cet endroit-là. Ça va lui coûter 2 livres sterling pour pouvoir faire l'action qui est ici, soit 1 point de compte et 2 sur la piste de diamant, ou 2 points de compte et 1 sur la piste de diamant. Et on va aussi avoir une autre action qui va débarrer plus loin, qu'il va pouvoir faire, qui est encore plus forte et qui coûte moins cher. Sur la piste suivante, on a la même chose, on va débarrer certaines actions à ce moment-là, à différents endroits. Cette action-là nous permettrait de jeter une carte de notre main et de gagner sa valeur écrite sur la caisse plus 3 en livres sterling ou ici plus 8, donc ça pourrait nous faire beaucoup d'argent. Les deux autres pistes, ça va être des bonus passifs, donc les joueurs qui vont se rendre aux différents emplacements pour débarrer les bonus, qui vont toujours être actifs pour le reste de la partie. Donc ici, c'est si j'achète des cartes avec des bananes, ça va me coûter une valeur d'achat de moins. Et si je me rends jusqu'ici à l'autre bout, ça va être que n'importe quelle marchandise, je vais avoir un bonus de 1 et je vais pouvoir utiliser des marchandises différentes pour pouvoir acheter des cartes sur le plateau. Finalement, la dernière piste, ça va être un bonus passif sur ma valeur de développement. Donc, à chaque fois que je vais activer des cartes de développement, je vais avoir une valeur de plus 1. Et si je me rends plus loin sur la piste, je vais avoir un bonus de plus 2. Lorsqu'arrivera notre tour de jeu et qu'on ne peut plus rien jouer, on va devoir passer notre tour. Lorsqu'on passe notre tour, on ne peut plus jouer dans cette manche et on va tout simplement regagner toutes les cartes une de nos défauts, de notre choix. Donc je pourrais ici prendre la carte avec les bananes et la remettre dans ma main de cartes et je vais pouvoir les utiliser pour programmer à la prochaine manche. Par la suite, on va retourner face visible les cartes qu'on a jouées durant cette manche-là et on va les monter dans leurs défausses respectives qui sont vis-à-vis dans le haut de notre plateau. Alors au prochain tour, je pourrais décider de prendre ici cette défausse-là et regagner toutes les cartes qui sont dedans et les réutiliser dans une prochaine manche. Si on avait utilisé des tuiles bonus pendant cette manche-là, on va tout simplement les remettre sur le plateau pour que le joueur qui a placé son marqueur bonus puisse la prendre pour la prochaine manche. Lorsque tous les joueurs ont passé, on va s'en aller dans la phase d'entretien pour mettre fin à la manche. Premièrement, on va prendre les pièces de la manche suivante et on va les descendre sur la piste des livres de compte. Donc des joueurs qui pourront venir prendre ces livres-là vont gagner aussi la pièce qui est associée. Par la suite, on va détruire toutes les cartes qui sont dans la rangée de droite ici, qui n'ont pas été achetées, donc elles vont être retirées du jeu. Les cartes restantes vont être décalées vers la droite le plus possible. Et par la suite, les emplacements libres, on va prendre des cartes de la pioche et on va les remplir en suivant le même ordre qu'en début de partie. Donc ce seront les cartes qui seront disponibles pour l'achat dans la prochaine manche. Finalement, les joueurs vont reprendre leur marqueur bonus. Donc ici, le joueur jaune va reprendre son marqueur. Il va être devenu le premier joueur. Le joueur vert va reprendre son marqueur. Le joueur jaune va reprendre le marqueur ici et va prendre aussi la tuile bonus qu'il va placer dans sa zone de jeu et qu'il pourra utiliser dans la deuxième manche. Le joueur vert, même chose. En reprenant son jeton, il va prendre la tuile bonus ici de développement qu'il pourra jouer comme une carte dans la prochaine manche. La partie va se continuer ainsi jusqu'à temps qu'on ait joué la 7e manche et après la 7e manche, on passe au décompte final. On a un magnifique pad pour nous aider à faire le décompte final. Donc premièrement, on va regarder le nombre de livres sterling de chaque joueur. Donc ici j'ai 5, 6, 7, 8. Donc 8 pour 8 points. Par la suite, ça va être la valeur de nos parts dans les différentes compagnies. Donc, on va faire un exemple ici avec la compagnie rouge, mais on va le faire, normalement, on le ferait pour les 4 compagnies. Donc, on va regarder le nombre de parts où on est rendu sur la piste. Donc, ici, mon jeton est à cet emplacement-là. J'ai 6 parts dans la compagnie. On a aussi des cartes qu'on peut avoir ramassées en cours de partie qui peuvent donner des parts. À ce moment-là, on va les sortir. Donc, j'ai 2 parts qui sont sur des cartes. Donc, j'ai 6, 7, 8 parts dans la compagnie rouge.
Maintenant, déterminons la valeur des parts. On va regarder dans la maison mère le nombre de pièces visibles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, chaque part vaut 10 pièces. Donc, 8 fois 10, ça fait un total de 80 points. On va faire la même chose avec les 3 autres compagnies pour savoir combien on a fait d'argent avec les différentes parts. Finalement, on va regarder la piste des diamants. Donc, le dernier chiffre qu'on a dépassé sur la piste des diamants, ici, ça serait 35 points. Et même chose avec la piste des comptes. Donc, ici, le dernier chiffre qu'on a dépassé, c'est 20. On va faire le total de nos points. Et celui qui a le plus haut total, le joueur le plus riche, sera le vainqueur. Si jamais on a une égalité, il n'y a pas de façon de la départager. Donc, les joueurs vont tout simplement se partager la victoire. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Mombasa. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Mombasa? On va y aller avec les points positifs en premier. Donc, je pense que le matériel est vraiment bien. Aussi, le visuel est vraiment beau du jeu. Le plateau est très fonctionnel aussi. Le symbolisme dans le jeu est vraiment bien fait. Donc, on comprend rapidement les symboles, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Ils sont très gros aussi sur le plateau. On ne se mélange pas. Le plateau n'est pas trop chargé aussi visuellement. Donc, ça, c'est bien. On repère facilement ce qu'on a à trouver sur le plateau. Donc, ça, c'est bien réussi. C'est un jeu qui a quand même beaucoup d'interaction entre les joueurs. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que vraiment cool à 3-4 joueurs. Donc on voit les autres aller faire progresser des compagnies. Fait que là, les joueurs essayent de s'inviter sur les pistes, essayent de monter sur des pistes que les autres joueurs font développer aussi avec le développement, avec les comptoirs et tout ça sur la carte. Il y a aussi le fait qu'on peut aller enlever des comptoirs en plaçant ceux d'une autre compagnie. Donc on peut essayer de faire baisser la valeur des actions d'une compagnie. Si un autre joueur s'est lancé juste dans une compagnie, mais on peut essayer de faire baisser ça. Donc il y a beaucoup d'interaction qui va se faire entre les joueurs. Il faut vraiment réagir à ce que les autres vont faire pour justement pas laisser un joueur s'en aller tout seul dans une compagnie jusqu'au bout puis de ne pas aller mettre des bâtons dans les roues. Fait que ça, je trouve que c'est bien. La mécanique aussi de marché boursier, donc j'aime bien ça quand c'est bien intégré dans les jeux. Je pense que c'est bien réussi dans celui-ci. Donc le fait qu'on investit dans différentes compagnies, que les compagnies appartiennent à personne, elles sont communes à tous les joueurs. Tous les joueurs peuvent aller sur les 4 pistes puis s'avancer tranquillement. Donc ça aussi, c'est vraiment le fun de la manière qu'ils ont fait ça. Le décompte de finale à la fin de la partie est vraiment simple. C'est pas très long de compter nos points. C'est un jeu qui a quand même beaucoup de mécanique à l'intérieur, beaucoup de petites règles, mais c'est quand même assez fluide comme jeu. Le fait qu'on fasse une action à notre tour, on peut aller se concentrer facilement sur ce qu'on a à faire. Donc je fais une action, je fais ça, j'active ces cartes-là, je vais chercher telle affaire, j'avance sur les pistes, je gagne des bonus. Donc c'est vraiment assez évident là, qu'est-ce qu'on a à faire à notre tour. Donc ça, c'est vraiment cool. Ce qui est bon aussi, c'est les petits aides de jeu qu'ils ont fait. Donc, quand même, l'information est quand même très condensée, mais on a bien un résumé des différentes actions qu'on peut faire. C'est que ça, c'est vraiment utile. Les pistes aussi, il y a beaucoup de choses, de placements aléatoires qui peuvent être faits aussi en début de partie. Ça peut nous changer là, quand on a joué beaucoup au jeu et qu'on veut que ça fasse différent. On peut placer les pistes. Les pistes sont recto-verso, c'est pas les mêmes bonus. On peut les mélanger ensemble. On a des cartes pour faire des placements aléatoires. On a différentes tuiles de départ aussi qu'on peut prendre. Donc, il y a différentes choses qu'on peut changer sur le placement aussi. Fait que ça, je pense que ça peut aider à sa rejouabilité. Pour les côtés peut-être un peu plus négatifs, évidemment, c'est un gros jeu euro. La mise en place est quand même longue, donc il y a beaucoup de choses à placer dans le setup. Donc les pistes avec les compagnies, tous les comptoirs sur le plateau, les plateaux de joueurs, les tuiles, les livres de compte, les nanana. Donc c'est important d'avoir beaucoup de sacs pour que tout soit classé, pour que ce soit plus rapide aussi, pour commencer la partie le plus tôt possible. Au point négatif, c'est un jeu en fait qui est très très planificateur. Donc il faut vraiment planifier ce qu'on veut faire ce tour-là, ce tour suivant dans 2 tours. Donc c'est évidemment les premières parties vont être plus difficiles. On a peut-être plus de misère à avoir le portrait à long terme. C'est le genre de jeu qu'il faut qu'on joue peut-être un peu plus souvent pour justement pogner la twist si on veut ou assimiler tous les petits détails puis les petites règles qu'il y a dans le jeu. Le côté aussi à 2 joueurs, c'est un jeu qui, je pense, qui mise beaucoup sur l'interaction entre les joueurs. Fait que je pense qu'à 2, ça se perd un petit peu. C'est un petit peu moins le fun. C'est un petit peu moins agressif aussi à 2 joueurs. Donc chacun est dans son coin, on fait nos affaires, on se pile moins sur les pieds avec les différentes compagnies. Fait que je pense que c'est un peu moins intéressant. Ça joue quand même à 2 joueurs, mais je pense que ça perd un petit peu de saveur sur le côté là, de la compétition.
Finalement, Mombasa, je vais lui donner une note de B. Donc, c'est un bon jeu. Un jeu qui est super intéressant, qui a beaucoup de mécanique, mais je pense que c'est un jeu qui a une bonne fluidité, qui a beaucoup de stratégie, beaucoup de planification à faire. Donc, j'ai aimé l'expérience, j'ai aimé vraiment le côté planification de la chose, mais c'est un jeu, je pense, qui est peut-être difficile d'approche pour certains joueurs. Je le recommande un petit peu plus pour des joueurs qui sont expérimentés ou qui ont le goût de quoi d'un petit peu plus complexe. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux, sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Venez nous visiter sur notre site web Passion Board Games pour des nouvelles sur les jeux de société. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.